Lorsque les lourdes portes d'acier du centre de détention se refermèrent, un bruissement d'incrédulité parcourut le monde du spectacle. L'accusé, figure totémique du néo-musique et affaires se confondaient, se retrouva soudain projeté sous la lumière crue d'une salle d'audience fédérale. L'acte d'accusation, épais comme un annuaire, brossait le tableau d'un empire secret bâti, selon le ministère public, sur l'intimidation, la manipulation et la peur. Il faut remonter plusieurs années en arrière pour percevoir les premières failles d'un château d'apparence imprenable. Des murmures circulaient déjà dans les coulisses. Soirées privées se muant en huis clos sulfureux, contrats d'embauche ressemblant à des pactes de silence, voyages d'affaires où la ligne entre accompagnement professionnel et escorting devenait poreuse. 5 mai 2025, file d'attente à l'aube. Certains avaient passé la nuit sur le trottoir, désireux d'obtenir l'un des rares laissez-passer pour la galerie du public. Lorsque la cloche sonna, l'accusé apparut, costume sobre, visage impassible. Vint le temps des récits à la barre. La première plaignante, silhouette frêle sous la lumière des néons, raconta une rencontre anodine devenue, selon elle, un piège doré. Après l'ouragan émotionnel, place aux tableurs et aux analyses forensiques. Un expert en cybersécurité expliqua comment il avait reconstitué un ensemble de messages supposément effacés. Le 26 juin 2025, la salle d'audience vibra d'une tension électrique. Le premier à s'avancer fut le procureur principal, vesté charcoal, regard d'acier. Son ton, calme et incisif, déroula un fil narratif tissé d'images fortes, pouvoir, violence et peur. Il invita les jurés à voir au-delà des paillettes. Un empire artistique n'excuse pas une entreprise criminelle. Diapositive après diapositive, il coucha sur écran géant l'organigramme d'un prétendu réseau, un centre névralgique, des satellites chargés de recruter, transporter, cacher. Les jurés purent lire des courriels laconiques. Vol privé 3h15, invité confirmé, téléphone verrouillé. Le procureur affirma que chaque ligne prouvait l'intention. Isolé, contrôlé, monnayé. Il cita les soirées aux éclairages tamisés, les couloirs capitonnés, les serrures magnétiques, puis replongea la salle dans le silence avant de lâcher. La peur était la monnaie d'échange. Il aborda la question clé du consentement en s'appuyant sur la psychologie. Certes, adulte, mais sous emprise. Consentir, ce n'est pas applaudir quand la liberté manque d'air. Les jurés restèrent immobiles. L'un d'eux, visage fermé, relut ses notes, comme pour vérifier que rien ne lui échappait. En conclusion, le procureur brandit les feuilles de verdict déjà imprimées, rappelant que chacune des cases coupable ou non coupable renfermait le poids de décennies d'abus. Il invita le jury à montrer que nul n'est trop riche ou trop célèbre pour échapper au RICO. La séance s'acheva dans un mélange de stupeur et de solennité. À la sortie, micro tendu, badauds en larmes, partisans et détracteurs criaient à l'injustice ou à la justice enfin rendue. Les coups de marteau invisibles d'une opinion publique, déjà partagée, résonnaient sur les parvis. Le lendemain matin, alors que l'aube rosissait les façades de marbre, l'avocat principal de l'accusé monta au pupitre. Il posa ses lunettes, laissa s'installer le silence, puis lâcha. Voici la vraie histoire. Il qualifia la procédure des assauts étatiques contre la vie privée, moquant un dossier selon les cousus de rumeurs, de regrets et de recadrage sélectif. Pour lui, l'accusé n'était pas un parrain, mais une cible. Il attaqua chaque témoin. Contradiction temporelle, message effaçant l'indignation, photo souriante datée de la veille d'un acte supposé. Il rappela que plusieurs plaignantes avaient signé des accords financiers auparavant. On ne transforme pas un style de vie libertin en racket, pas plus qu'on ne transforme une mauvaise rupture en crime fédéral. La défense exhiba ensuite des captures d'écran de donations caritatives, bourses d'études, distribution de jouets, financement de chorales de quartier. Voici l'emprise réelle, la générosité, lança l'avocat, se tournant vers les jurés comme un professeur vers ses élèves. Puis, renversant l'argument de la peur, il brandit le spectre du précédent judiciaire. Si vous condamnez l'extravagance consensuelle, quel artiste osera encore organiser une fête? Dans la galerie, un murmure parcourut les épaules. Le plaidoyer dura à peine 3 heures. Adresse millimétrée. Pause pour laisser infuser. Climax final où l'avocat demanda au juré de rendre la liberté à un homme, ce faisant, à la créativité. La salle, haletante, comprit que le choc frontal était consommé. Désormais, tout se jouerait dans le huis clos de la salle des délibérations. Un magistrat rappela le protocole. Présomption d'innocence, charge de la preuve, définition précise, menace, coercition, femme ou homme incité à voyager. Elle invita les jurés à chasser la célébrité hors des murs de leur réflexion. Quand vous refermerez la porte, il ne restera que la loi et les faits.
Elle insista sur la portée du RICO. Un seul acte n'établit pas le crime. C'est le schéma. Imaginez un fil. S'il n'en sert qu'un doigt, il se brise, tressé autour d'un poignet, il étrangle. Les regards des jurés glissèrent de leurs bloc-notes au plafond sculpté. Certains prirent une profonde inspiration. Cette semaine d'audience allait se condenser en heures de débat. Dans l'ombre, les agents de sécurité vérifiaient la chambre du jury. Chaises alignées, cafetière fumante, piles de preuves étiquetées. Sur la table centrale, un unique dossier, instructions écrites, verdict forme, stylo noir. Quand la cloche retentit, les 12 se levèrent, prirent la file et disparurent derrière une porte qui ne s'ouvrirait plus avant leur unanimité ou leur blocage. Les couloirs, soudain vides, résonnaient d'un silence plus éloquent que tous les témoignages. Dehors, les trottoirs s'étaient métamorphosés en plateaux de télévision. Des tentes de journalistes, brandés aux couleurs de chaînes concurrentes, diffusaient en continu, graphiques animés, billets d'experts, micro-trottoirs d'anonymes. Les uns voyaient dans le procès la revanche de celles et ceux que le pouvoir avait broyés. Les autres dénonçaient une croisade puritaine contre la liberté sexuelle. Sur les réseaux, 2 hashtags rivaux s'affrontaient, accumulateurs de milliards d'impressions. Des défenseurs autoproclamés de l'accusé distribuaient des t-shirts frappés d'un cœur rouge et du mot « Free ». En face, un collectif féministe brandissait des pancartes où l'on lisait « Notre douleur n'est pas un show ». Entre les deux, une ligne de policiers, visages tendus derrière leur visière. Dans les talk-shows nocturnes, d'anciens agents fédéraux expliquaient la mécanique du RICO, rappelant qu'il avait jadis terrassé des familles mafieuses. Des sociologues soulignaient la dimension raciale et culturelle du dossier. Star noire, procureur blanc, jury mixte. Chaque édition spéciale se terminait par la même phrase. Le verdict pourrait tomber à tout moment. Mais la nuit passait, le soleil se levait et la porte de la salle du jury restait close. La rumeur enfla. Un désaccord? Un vote serré? Personne ne savait. Tout le monde spéculait. Le tribunal demeurait une forteresse illuminée. Les lampadaires projetaient des faisceaux dorés sur les balustrades, comme pour rappeler que la justice ne dort jamais vraiment. Dans la chambre des délibérations, on imagine un balai de post-TS. Élément A, inexploitable. Témoin B, crédible. Transaction C, doute raisonnable. La loi exige l'unanimité. L'humanité, elle, doute, questionne, confronte. À quelques rues, des bars retransmettaient la couverture en direct. Les clients commentaient, vers levé, apostrophe passionné. Certains se souvenaient du premier tube de l'accusé, d'autres, de la première rumeur. Pour les plaignantes, c'était peut-être la veille de la reconnaissance. Pour l'accusé, peut-être la dernière nuit avant la liberté retrouvée ou le début d'une très longue peine. Dans ce crépuscule fragile, la ville retenait son souffle. Le verdict, qu'il tombe demain, la semaine prochaine ou qu'il se fasse attendre dans le tumulte d'un jury divisé, dira moins sur un seul homme que sur un système tout entier, celui du pouvoir, de la célébrité et du consentement à l'ère numérique. Tant que la porte du jury reste close, l'histoire demeure inachevée. Mais déjà, le rideau de la justice a soulevé la poussière des illusions, laissant derrière lui un sillage irréversible.